Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier webinaire d'une série de 4 qui vous est présenté par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Une série de webinaires qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on va faire avec la relance économique post-COVID. Alors aujourd'hui, on s'est invité dans la cour d'Éric Pinault. Bonjour, Éric. Bonjour. Alors, Éric Pinault, professeur en sociologie à l'UQAM. Et on est en compagnie de Julia Posca, chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, communément appelé l'IRIS. Bonjour. Si vous êtes à la maison en ce moment en direct avec nous, on vous invite à interagir. Il se peut qu'on ait la chance de répondre à vos questions si vous en avez. La COVID, ça a donné un grand coup. Ça a donné un grand coup au niveau humain, social, tout ça, mais ça en a aussi donné un immense au niveau de l'économie du Québec. Alors, vous, de vos points de vue de sociologue et d'économiste, c'est quoi la crise de la COVID? Comment ça s'inscrit dans notre société en ce moment? Bien, en fait, c'est une crise évidemment que personne n'avait pouvait prévoir. Du moins, l'épidémie ou la pandémie, personne n'aurait pu la prévoir. Par contre, dès qu'on prend un petit pas de recul, on se rend compte puis qu'on se place au Québec, puis qu'on se replace dans la situation financière, budgétaire, politique du Québec, on réalise que malheureusement, la manière dont ça a frappé au Québec, l'onde de choc que ça a fait dans les CHSLD notamment, dans notre système de santé et de services sociaux, ça, malheureusement, c'était prévisible parce que malgré le fait qu'on était dans un contexte économique très vigoureux... Oui, il y avait une relance, là. On était plutôt en haut qu'en bas, là. On était dans le plus, disons. Oui, absolument. L'emploi se portait bien, même pénurie de main-d'œuvre dans différents secteurs. Le taux de chômage était le plus bas, je pense, au Canada. Donc, ça se passait bien au niveau de l'économie, mais il y a tout un autre pan de notre économie, ou en tout cas de la société qu'on avait laissé, disons, négligée depuis plusieurs années, puis c'est toute l'économie, justement, de nos services publics. Et là, on a vu l'effet, en fait, de cette négligence-là sur les services sociaux. En fait, on a vu l'impact d'années de compression budgétaire puis de sous-financement ou de mal-financement des services publics puis surtout donc des services de santé. En ce sens-là, il y avait quelque chose malheureusement de prévisible. On avait un système de la santé qui n'était pas prêt à faire face à ce genre de crise-là. Oui, une crise économique, c'est un événement qui ponctue, c'est comme un coup de marteau sur une structure, mais la structure, elle va se défaire en fonction de ses axes de faiblesse. Ce qui fait qu'une crise, quand ça frappe, ça révèle des faiblesses structurelles. Puis là, bien, il y en a deux grandes, selon moi, qu'on voit émerger. La première, c'est celle que Julia vient de décrire, c'est ce sous-financement chronique du système de santé en particulier. Puis la désorganisation totale dans laquelle le système était, puis la négligence surtout de ce pan-là très particulier là, qui était le soin de personnes âgées, semi-autonomes ou moins autonomes. L'autre aspect, c'était l'inadéquation de nos programmes de soutien du revenu. Le gouvernement a réagi fédéral très rapidement et de la bonne manière, selon moi, avec la fameuse PCU, mais ça révèle toute l'inadéquation du système de chômage, d'assurance chômage, assurance emploi qui s'appelle aujourd'hui, qui est plus du tout capable de répondre aux besoins de la nouvelle manière dont on se rapporte à l'univers du travail, avec la forme d'emploi atypique qui s'est normalisée. Donc, ça, c'est l'autre aspect qui a été révélé. Puis, finalement, je dirais que... Juste ouais. pour comprendre, quand tu dis des emplois atypiques, tu parles des travailleurs autonomes, en fait, des travailleurs gens qui n'ont pas cotisé Oui, pour toutes sortes de raisons, tu cotises, mais tu n'as pas accès parce que tu n'as pas assez d'heures, parce que ta situation est trop fragmentée, tu as travaillé tant de temps, mais après ça, il y a un trou. Tu es passé d'un employeur à l'autre, tu as des contrats où finalement tu n'es plus salarié, mais tu te ramasses à contrat justement. Donc, des situations très différentes, très variées. Puis avec le temps, on a vu que le système d'assurance-emploi, à mesure de le changer, de le transformer, le but était finalement de restreindre l'accès et ça a marché. Les gens avaient de moins en moins accès. Donc, quand la crise frappe, bien là, il faut soutenir les revenus, sinon c'est l'effondrement de l'économie. Et ça, c'est aussi ce que ça a révélé, je crois, c'est l'importance pour l'économie canadienne et québécoise de la capacité de dépense des gens ordinaires. C'est ça on est venu soutenir ça en priorité parce que sinon, ça aurait été vraiment très problématique. Donc ça montre aussi l'importance dans notre économie de la capacité de dépenser. Puis ça renvoie à un autre enjeu qui est l'enjeu des inégalités puis l'enjeu de la stagnation des revenus. Mais avant d'aller là, peut-être un dernier élément, selon moi, d'important, c'est que on se disait, OK, on ferme l'économie,
on met la clé dans la porte pendant quelques semaines. Après ça, on va réouvrir, puis tout va redevenir pareil. Mais non. Puis là, on se ramasse au mois de septembre. Puis oui, on a eu un petit peu de reprise là, pendant l'été, à mesure qu'on déconfinait, mais pas tant que ça. Puis on se ramasse dans une situation très incertaine. On ne sait pas trop où ça va nous mener pendant l'automne, cette situation-là. Mais ce qui est clair, c'est que les ressorts de l'économie pour retrouver la force qu'on avait avant le rebond est fait. Puis là, on est un peu dans un moment d'incertitude. Puis on a vu que ça touchait tous les pans de la société, autant les agriculteurs que certains cadres. Mais en même temps, ça touchait les gens qui travaillaient directement avec le public. Puis ça, c'est peut-être un autre aspect important. C'est que les premiers affectés, c'est les secteurs... Ça a révélé notre dépendance sur tout ce secteur du soin, du care, du service aux personnes. Puis en même temps, c'est le segment qui a été le plus impacté aussi. Alors, c'est ça. Et les emplois essentiels qu'on avait toujours dévalorisés ou même dont on ne voyait pas le caractère essentiel. La caissière à l'épicerie. Le personnel d'entretien. Le personnel d'entretien dont on n'a pas beaucoup parlé, des livreurs, toutes sortes d'emplois qui sont vraiment, qu'on ne voit pas, qu'on ne valorise pas, qui ont des conditions de travail, disons, assez difficiles ou en tout cas des niveaux de salaire très bas. Puis on se rend compte que, en fait, c'était des emplois essentiels dans notre économie. Le reste était tout un peu superflu, entre guillemets, ou en tout cas moins. Est-ce que tu parles du fait que je sois comédienne? Non. Mais effectivement, moi, sur une note très personnelle, c'est là, j'ai toujours su que je ne faisais pas un métier essentiel, mais c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que, oui, je peux bien faire des capsules d'encouragement et de lecture pour les enfants, mais c'est là qu'on se rend compte que, oui, la dame qui est à la caisse de mon épicerie est bien plus importante en ce moment qu'une gagnante d'un prix Gémeaux. C'était aussi sociologiquement très impressionnant pour beaucoup de gens de se rendre compte à quel point ils étaient dépendants aussi de tous ces gens qui travaillent à des salaires très, très bas. Et comme on était démunis, s'ils ne rentraient pas un samedi puis que l'épicerie était fermée, moi, j'aurais été la première à faire... Il y a un parfait renversement. C'est pas tant, moi, je ne comparais pas non nécessairement avec les comédiennes. Au contraire, je pense qu'on le voit bien actuellement, la difficulté du milieu de la culture à reprendre. C'est aussi parce que l'impact que ça a, c'est que c'est important dans la société qu'il y ait la culture. Mais ce que je voulais dire, c'est le renversement, c'était plutôt par rapport aux emplois qu'on survalorisait comme ceux de banquiers ou de planificateurs financiers. Planificateurs financiers. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Analyste de changement organisationnel. Bon, il y a un ensemble coach de vie. Mais tous ces emplois-là qui sont... Puis qu'on valorise, puis qui sont payés parce qu'ils sont valorisés, puis ils sont valorisés parce qu'ils sont payés très cher, alors que finalement, on dépend de plein de petits métiers qui sont aussi, il faut le dire, là, en grande partie occupés par des femmes, par des personnes racisées aussi. Dans le milieu de la santé, on l'a vu beaucoup. Donc, toutes des catégories de notre population qu'on a toujours, ou en tout cas qu'on néglige beaucoup dans l'économie. Et qu'on a mis à risque aussi parce qu'ils étaient en première ligne. C'est eux qui étaient en première ligne. Tout à fait. D'ailleurs, il y avait même un télétravail. Exactement. Non. Tu ne peux pas faire du télétravail quand il s'agit de nourrir une personne âgée. Ça ne marchera pas. Bon, alors ça, c'est un peu là où on en est en ce moment. On s'est rendu compte des faiblesses de la structure. On s'est rendu compte d'un côté très essentiel de certains emplois. Maintenant, il va falloir, à moins d'un reconfinement, à moins qu'on recommence tout à zéro, ce qu'on ne souhaite pas, il va falloir repartir la machine. Les axes de relance les plus prometteurs ou importants, selon vous, ça serait? Bien, il faut partir de ce qui est le plus défait, en fait, de la faiblesse qui a été révélée structurelle. Donc, il faut partir justement de tout le secteur des soins, de tout le secteur de la santé. Il faut repenser aussi, je crois, le système de l'éducation, surtout le primaire, le secondaire. Penser aux écoles, penser au CHSLD, penser au système de santé, je pense en priorité. Et ça, c'est par un investissement public significatif dans ces secteurs-là. Ça, c'est un défi parce que le réflexe, ça va être de faire comme en 2010, 2009-2010, après la crise de 2008. Le réflexe, ça va être de dire rééquilibrons le plus rapidement possible le budget. On entend déjà des gens nous dire hey, là, la dette, là, là, le déficit. On entend déjà les gens commencer à avoir ce discours, puis c'est pas le temps, mais tellement pas le temps
parce qu'on va se ramasser dans une situation analogue à 2010 où on a fait traîner une crise beaucoup plus longtemps qu'elle devait avoir lieu. Et cette fois-ci, la dernière fois, c'était le système financier qui tombe. Bon, on le refinance, on le renfloue massivement, très généreusement d'ailleurs. On laisse tomber une banque ou deux. Là, cette fois-ci, cette crise-là est plus lente, est plus tortueuse, est plus difficile à saisir. Fait que c'est pas le temps de faire des gestes fiscaux inappropriés, comme commencer à couper dans les dépenses, commencer à se restreindre. Une des leçons aussi de la crise, c'est que, puis la crise de 2008 nous l'avait aussi rappelé, c'est la capacité d'action de l'État. Hein. Ouais. Soudainement, bon, en 2008, c'était l'économie s'écroulait, donc le gouvernement prenait un peu le relais en renflouant les banques pour garder l'économie à flot. Là, c'est carrément l'État qui dit la priorité, c'est la santé de la population. On met l'économie en pause. Et là, on est rendu dans la phase, bon, bien maintenant, il faut relancer l'économie. Donc, encore l'État qui dit, bon, bien, on va aider l'économie privée à repartir. Donc, ça, c'est quand même une leçon intéressante parce qu'on dit toujours que l'État, finalement, bon, on est dans un contexte politique où l'État doit en faire le moins possible, mais en fait, c'est toujours lui, en dernier recours, qui a une capacité d'action. Et qui a des leviers pour justement aider, appuyer l'économie privée. Et donc là, on a vu le gouvernement, dans sa première mouture d'un plan de relance avec le projet de loi 61, dire, bon, bien, on va investir dans les infrastructures, puis comme ça, en faisant fi de l'environnement, puis ça va repartir la machine. Certains diront que ce n'est pas une mauvaise idée d'accélérer, de donner... Parce que parfois, la bureaucratie, parfois, ça peut être très long. Oui, mais quand tu accélères quoi? Là? Accélérer les infrastructures, ça veut dire couler le béton le plus vite possible. Dérouler l'asphalte. Dérouler l'asphalte. C'est plus le béton, je pense, que l'asphalte, quoi qu'il y a un peu d'asphalte aussi dans les cartons. Le troisième lien. Troisième lien, c'est ça. Troisième lien, c'est de l'asphalte. Oui, et de l'acier. C'est un secteur qui est en pénurie de main-d'œuvre. C'est un secteur... Et c'est un secteur qui... les effets multiplicateurs de ce secteur-là sont... Puis les effets bénéfiques à long terme, par rapport à mettre de l'argent dans le système de santé, par rapport à continuer à former, à accélérer la formation de personnel de soins, par rapport à la modernisation, peut-être, là, des infrastructures, des bâtiments. Là, il y a toute une occasion d'investissement. Fait que le projet de loi 101, ce qui nous a fait réagir, c'est l'idée que c'était juste, on accélère tout sans vision. Oui. Puis surtout, comme si c'était rien passé 4 ou 6 mois avant. C'est-à-dire qu'on a déjà oublié que si on veut une relance, il faut qu'il y ait des gens en santé. Il faut que les enfants puissent être à l'école ou à la garderie. Donc, ça prend des gens dans les hôpitaux, ça prend des gens dans les CHSLD, ça prend des gens dans les écoles. Et il y a des pénuries de main-d'œuvre partout. Là. On n'a pas de professeurs, on n'a peu d'éducateurs, on a... Et donc là, il faut prioriser. Et prioriser, ça implique une vision. Juste de dérouler l'asphalte... ou de couler le béton, ça a un effet, mais c'est pas certain que... Est-ce que ça serait périn aussi? C'est-à-dire, si on lance, comme on voulait lancer le projet de loi 61, si on fait fi de l'environnement, il se peut que ces projets-là s'avèrent être dévastateurs pour l'environnement. Ça aussi, est-ce que c'est intimement lié à partir d'aujourd'hui, maintenant, économie et environnement? Ça serait une vision. Je pense qu'il va y avoir... des gens qui vont défendre que non, là, dans l'urgence, il faut juste y aller au plus fort. Mais comme le tramway, il pourrait accélérer le projet de tramway à Québec. Et on sait qu'environnementalement parlant, c'est pas une mauvaise idée. L'idée, c'est que quand tu es contraint d'investir massivement pour soutenir l'économie, ce qui est un peu la situation dans laquelle on se ramasse en ce moment, tu en profites, tu as un effet structurant. Là. C'est une occasion. L'économie te force à agir. Puis... Mettons, historiquement, les grands moments où on était contraint d'agir, c'est le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on a établi pendant cette période-là, en Amérique du Nord et en Europe, a été extrêmement important pour la suite des choses. Donc, on était un peu devant la même situation. On est contraint d'agir, mais il faut avoir une vision, faut savoir ce qui va être structurant pour le long terme. Et donc, on parle finalement essentiellement de santé et d'éducation en premier lieu? Bien, entre autres, ça, c'est évident. Là. On voit bien qu'on ne peut pas fonctionner sans ça. Donc, c'est étonnant qu'il n'y ait pas justement une action plus vigoureuse pour attirer notamment de la main-d'œuvre dans les secteurs, parce qu'il y a aussi pénurie, ou en tout cas manque de main-d'œuvre, justement, là, en santé et en éducation, notamment. Donc, on a vu aussi en agriculture que sans les travailleurs étrangers, on ne fournit pas. C'est une autre question, mais oui. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait aussi revaloriser. On parlait tout à l'heure de valoriser des emplois essentiels. Il y a un certain nombre d'emplois qui ont été complètement dévalorisés culturellement au fil du temps au Québec.
Ça pourrait être aussi une façon de relancer l'économie, de revaloriser certains Bien, métiers. il y a un travail de revalorisation à faire, mais je pense que ça, c'est un travail plus d'éducation à moyen terme. C'est un travail justement que le mouvement syndical, je pense, peut vraiment là avoir un impact parce que c'est à l'intérieur des rangs même du mouvement syndical que ce travail-là de questionnement, de revalorisation peut être impulsé au moins, là, parce qu'on est bien placé, le mouvement syndical, pour le faire. L'État a un rôle à jouer, c'est évident. La revalorisation n'est pas juste symbolique, elle est monétaire aussi, je pense. Non, mais quand je pense Ouais. aux préposés, aux bénéficiaires qui ont été formés et dont on a même financé la Oui. formation, ça, c'est des projets qui sont relativement intéressants. Oui. Oui, oui. J'avoue moi-même y avoir pensé, d'une part parce que j'aime l'humain, mais c'était la première fois que je me sentais appelée par ça, alors que j'ai passé des années à me dire que c'était peut-être pas pour moi, que j'ai... Et qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, là? Voyez-vous des choses qui ont été mises sur la table en ce moment au niveau des finances publiques qui vous paraissent intéressantes ou on est plutôt dans un flou artistique un peu nébuleux? Bien, moi, déjà, c'est ça, juste le fait qu'on se rappelle qu'on peut, justement, l'État peut prendre une direction, tu sais, dire on va mettre nos ressources au service tu sais, dans ce cas-ci, de la santé. Ça, c'est une première leçon qui doit nous permettre, je pense, de faire un pas de plus puis de dire, justement, OK, quelle direction on prend pour la suite des choses? Parce que si on fait juste repartir la machine comme avant, bien, on fait juste, finalement, relancer un système qui avait plein de faiblesses, qui était, où les inégalités s'exacerbaient et tout. Donc là, oui, il faudrait partir de cette capacité-là pour dire, par exemple, oui, on a un défi environnemental auquel il faut faire face. Bien, comment est-ce qu'on peut mettre nos ressources collectives? Donc, comment est-ce qu'on peut dépenser, finalement, l'argent public de manière à ce qu'on réponde à ce problème-là? Là, on constate que, malheureusement, le gouvernement, encore une fois, il semble vouloir revenir au statu quo. Je parlais du troisième lien parce que c'est effectivement dans les cartons, c'est ce type de projet-là que le gouvernement veut accélérer, alors qu'il pourrait faire d'autres choix. Alors qu'on pourrait prendre les mêmes dollars puis les mettre à développer des réseaux de transport en commun structurants qui pourraient aider les gens à dépendre moins de leur automobile. Là, ce qu'on constate, c'est que, tout le monde dépend de la voiture parce que c'est comme ça que nos villes sont construites au Québec, c'est en fonction de la voiture. Fait que, bref, c'est des choix qu'on pourrait faire, qu'on se rappelle en temps de crise qu'on peut faire. Mais là c'est ça. Est-ce qu'on va saisir cette crise-là comme une opportunité ou on va juste revenir en arrière? C'est ça la question, en fait. Est-ce qu'on s'en sert comme tremplin pour avancer ou tremplin pour reculer? Bien, je dirais au moins que tremplin pour reculer, c'est la bonne expression, selon moi. C'est au moins, on n'est pas là. C'est-à-dire que moi, je me rappelle la crise de 2008, quand ça se déclenche. On n'a pas au moins cette offensive qu'on a vue en 2009, 2010. D'austérité. D'austérité, qui était vraiment... Là, il n'y a pas de discours structuré. Le gouvernement ne nous prépare pas, en tout cas à date. Non, bien, c'est-à-dire, il s'y prépare déjà il se prépare non pas à... Il se prépare à retrouver l'équilibre budgétaire. Oui. Parce que là, évidemment, donc, avant la pandémie, on était dans une situation où on était dans surplus budgétaire. Le pourcentage le ratio de notre dette par rapport à notre PIB diminuait. On était même en avance sur les cibles que le gouvernement s'était données. Donc, c'était sur le plan. Puis là, la cote de crédit du Québec était très bonne, tout ça, reluisante. Puis là, évidemment, arrive la crise, le gouvernement doit effectuer des dépenses importantes, puis ses revenus baissent en même temps parce que comme l'économie est ralentie, il y a moins de revenus fiscaux. Donc, notre dette a gonflé par rapport au PIB. Et l'économie, elle s'est contractée, fait que la dette, sans même augmenter beaucoup, c'est juste oui, en effet. C'est ça. Sans même augmenter beaucoup, elle est... C'est l'économie qui se contracte, donc c'est... Fait que la dette a l'air plus grosse, soudainement, et on a un gouvernement, en fait, mais comme les gouvernements précédents, là, depuis 20 ans à peu près au Québec, qui sont obsédés par cette idée qu'il ne faut pas faire de déficit, puis il faut réduire le poids de notre endettement. Donc déjà, le gouvernement s'est dit comment je vais faire pour revenir à l'équilibre budgétaire, alors que là, on est, je pense 15 milliards dans le tout. En tout cas, bref, il y a plusieurs, c'est ça. On n'est plus à l'équilibre. Et là, certains disent, non, en fait,
tout le monde est pas mal d'avis que l'austérité, en ce moment, c'est la pire des idées. Puis ça c'est aussi différent, justement, comme tu disais, de 2008. C'est-à-dire que là, les gens le discours très orthodoxe là, sur l'équilibre budgétaire, ils se retrouvent très démunis en ce moment. Ils n'ont pas beaucoup d'armes. Bon, on pourrait se dire tant mieux. Mais quand même, il y a cette idée qu'il va falloir penser à retourner à l'équilibre budgétaire. Puis, il n'y a pas 12 000 manières de revenir à l'équilibre budgétaire. On peut couper dans les dépenses, on peut augmenter les revenus, donc hausser les impôts. Ça fait pas partie des idées de notre gouvernement. Le gouvernement a dit qu'il allait faire ni l'un ni l'autre. Et croître l'économie ou laisser croître l'économie. C'est ce que François Legault veut faire, augmenter la productivité, créer de la richesse. Bon, c'est des termes, évidemment, c'est bien beau sur papier, mais comment on fait ça après? C'est ça la question. Donc c'est pour ça qu'il y a cette volonté-là de relancer, pour que le PIB croisse puis que la dette puisse diminuer. Puis il y a aussi tout l'enjeu de, est-ce qu'on ne pourrait pas, pendant quelques années, verser moins de fonds, verser moins de sous dans le fonds des générations? Ben oui, ça, c'est central. Parce que ça nous demande un effort énorme, de l'argent, justement, qui ne va pas dans les services publics, mais on s'est astreint à cette discipline-là depuis 2006. Donc là, ce serait une des voies possibles, c'est de dire on met une pause là-dessus. Mais toute cette discussion-là nous rappelle que c'est ça, on est encore dans ce paradigme-là où on accorde plus d'importance à la réduction de notre dette qu'à qu'est-ce qu'on fait avec notre argent public. T'sais. Fait que là, Puis on n'est pas à l'abri d'autres pandémies ou d'autres crises. D'autres pandémies ou une crise simplement économique de vieille école, là, c'est-à-dire, un dégonflement de la bulle des actifs financiers aux États-Unis qui aurait des impacts après structurants. La Chine, une guerre commerciale beaucoup plus tranchante, la Chine et les États-Unis. Le Brexit dur, est-ce que ça pourrait éventuellement... Non, ça démontre toute la marginalité de l'économie anglaise dans l'économie mondiale, finalement. C'est vrai que non, ça fait pas... Mais ça ébranle un peu, mais moi, je veux revenir à la question des fonds des générations. C'est super important parce que ça, c'est un aspect... Parce qu'il y a un débat en ce moment. Le ministre des Finances a dit, oui, on est en train de reconsidérer le rôle du Fonds des générations dans le calcul de notre déficit. Ça, c'est super important parce que, tu sais, tu as tes revenus, tu as tes dépenses, puis là, normalement, après ça, tu calcules ton épargne sur ce qui reste ou ta dette, bon. Mais le Fonds des générations, c'est de l'argent qu'on met de côté, mais on le calculait dans les dépenses. C'était ridicule, là. On avait des déficits faux. On inventait un déficit parce qu'on se créait une dépense qui était d'épargner de l'argent. Alors là, ça, en ce moment, on reconsidère cette idée-là. Je sais que... Est-ce que c'est une bonne idée de la reconsidérer ou il faudrait... Absolument. Mais oui, parce que les générations futures, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin surtout d'infrastructures publiques, d'un système de santé en santé, de système de transport. Ils ont besoin d'une bonne éducation le plus rapidement possible. Peut-être aussi de travailleurs, travailleuses qui ont eu des bons salaires, qui ont eu des bonnes conditions d'emploi, qui peuvent transmettre à leurs enfants quelque chose. Beaucoup plus que de se serrer la ceinture pour rendre. Surtout que ça a tellement peu d'impact sur les finances publiques, le Fonds des générations. Non, c'est ça. Puis surtout que ce qui est le plus, disons, ironique peut-être dans tout ça, c'est que toute cette discipline budgétaire-là qu'on s'est imposée d'abord en 1996 avec la loi sur le déficit zéro, puis ensuite en 2006 avec la loi sur l'équilibre budgétaire et le Fonds des générations, c'était de dire, la logique, c'était de dire, bon, déjà, il y avait l'idée de diminuer le poids de notre endettement, mais c'est aussi de dire, parce qu'il faut parer aux prochaines crises ou il faut parer à une situation budgétaire qui, dans le futur, pourrait devenir difficile. Bien alors, c'est le moment, là. Or, qu'est-ce qu'on a fait? Non, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé dans les services publics. Et là, finalement, on réalise que la dite crise arrive, puis on n'a pas les moyens d'y faire face. C'est ça. C'est bête. Donc là, c'est ça. Il faut vraiment qu'on renverse l'ordre des priorités parce que sinon, on réalise que toute l'action de l'État, finalement, est enlignée, ou en tout cas en partie enlignée sur plaire au marché financier, ce qui est, bon, oui, en partie, il ne faut pas ne faire comme si on pouvait s'endetter sans réfléchir, mais de mettre l'accent là-dessus ou d'en faire la priorité, bien, on réalise que finalement, c'est faire fausse route, puis c'est même se tirer dans le pied, là. On utilise souvent l'allégorie du bon père de famille, le gouvernement. D'ailleurs, ça pourrait être de la bonne mère de famille. Ça, il serait temps que ça change. Mais moi, j'ai ma mère qui, quand j'ai voulu acheter ma première maison, m'a financé en disant « c'est une partie de ton héritage ». Est-ce que c'est pas un peu l'idée d'utiliser le fonds de génération en disant « OK, tu l'aurais eu
plus tard, mais c'est maintenant que tu en as besoin pour structurer ta vie. Donc, est-ce que c'est ça l'idée? C'est-à-dire, c'est peut-être de prendre un peu de cet argent-là pour que maintenant, on stabilise quelque chose, on structure une société qui sera de toute façon plus prospère si elle est mieux structurée aujourd'hui. Peut-être, mais moi, l'allégorie du De bon famille, père ou de la bonne mère de famille, je trouve que c'est pas un bon exemple pour l'État parce que le gouvernement québécois représente le quart de l'économie du Québec. C'est une personne, ça. Même Québécois n'est pas aussi gros que ça dans l'économie québécoise. Là. Prenez l'entreprise que vous voulez, il n'y a aucune entreprise qui, quand elle décide de dépenser, elle représente le quart de l'économie. Donc cet acteur-là, cette personne-là qu'on appelle le gouvernement, les décisions qu'il va prendre sont tellement importantes pour le reste de l'économie. Il a la capacité de changer la direction dans laquelle va le rythme du développement économique. Et donc, cet acteur-là ne peut pas se permettre de retirer sa capacité de dépenser à l'économie. Okay, oui. C'est vraiment ça, quand tu représentes un quart là, de tout ce qui se promène en termes de revenus. C'est plus un coloc, en fait. Oui, c'est plus que... le coloc qui arrête de faire la vaisselle, on le remarque assez vite. Hein? Oui, ou celui qui finit nos jus d'orange. Hey! Donc, oui, il est... Oui, OK. Dit comme ça, on dirait que c'est la première fois qu'on me l'explique comme ça et que ça devient très, très clair que c'est une part Alors, tellement importante quand de tu es notre gros de économie. même, là, l'idée, c'est que tu dépenses, puis après ça, tu ramasses l'effet de tes dépenses en impôts. Tu commences par dépenser. Puis là, ça fait bouger l'économie, puis whoop, il y a des revenus qui émergent à l'autre bout. Est-ce que, quand on dit dépense, est-ce que c'est le vrai bon terme quand on parle de finances publiques ou on ne pourrait pas parler plutôt On d'investissement? fait les deux. Il y a les deux, oui, c'est ça. Mais on dit Payer des dépenses en éducation. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends Ouais. dépenses en éducation. Si c'est pas des ballons ou des guirlandes, c'est pas des dépenses, c'est un investissement. Ouais. Et ça, c'est ma vision à moi. C'est-à-dire Mais- que quand l'éducation, comme là, on le voit bien, il manque de professeurs, il manque, ça va pas super bien au niveau juste même de la structure de l'éducation du Québec, les écoles aussi, même les bâtiments souffrent. Pour moi, c'est plutôt de l'ordre d'un investissement. Bien sûr qu'on le calcule dans la colonne des dépenses, là, au budget final, mais je suis toujours un peu pantoise quand on parle de dépenses en éducation parce que plus il y a un taux de diplomation élevé, plus il y a de contribuables qui contribuent, donc plus la société s'enrichit, non? On peut appeler ça un investissement en capital humain, si on veut. Ah, c'est joli. Oui. Ça soulève des débats parfois. Mais moi, je vais revenir à la notion de dépense. Oui. Oui. Juste, tu sais, les revenus des uns sont les dépenses des autres. Mhm. Tu sais, ça, c'est comme une base dans notre économie. Oui. Si moi, je ne reçois pas mon salaire, je ne peux pas payer mon hypothèque, bien, ma banque, elle n'a pas de revenus. Si on est locataire, ma fille est locataire à Sherbrooke à son cégep, bien, si elle n'a pas son salaire à le micro ou à travail, mais elle ne peut pas payer son loyer. Puis, donc, le gouvernement, en dépensant, génère des revenus pour les autres. Si demain matin, on ferme le secteur public à Rimouski, bien, la ville de Rimouski ferme, là. C'est tellement important, les dépenses. Donc, les dépenses, c'est important parce que ça génère des revenus, puis ces revenus-là, mais c'est la richesse dans la société. Oui, c'est pour ça que le parallèle avec la famille C'est est toujours un peu pas la énervant. bonne. Puis c'est parce que c'est faux, tu sais, dans le sens où, en tout cas, c'est une mauvaise analogie parce que, justement, dans une famille, effectivement, je veux dire, à un moment donné, si on s'endette trop, la banque ne voudra plus nous prêter d'argent ou bien on ne sera pas capable de faire les versements sur notre hypothèque puis on va se faire saisir notre maison ou je ne sais quoi. Un État, c'est pas ça. Le gouvernement, c'est pas ça qui va arriver. Puis comme le disait Eric, c'est que les sous qui sont dépensés, en fait, augmentent notre richesse collective, permettent même aux individus, justement, d'en créer eux-mêmes, à travers l'emploi qu'ils occupent, quoi que ce soit. Donc, puis aussi toute cette idée que, justement, s'endetter, c'est laisser un fardeau aux générations futures. Encore là, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que si l'État s'endette pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour financer le transport en commun ou je ne sais quoi, ou des serres pour faire de l'agriculture partout dans toutes les régions du Québec, il est en train de léguer tout ça à ces fameuses générations futures. Donc, il faut comme renverser cette idée-là, mais c'est ça, c'est un discours qui est très prégnant, puis qu'on remet peut-être plus en question, tellement c'est devenu, c'est comme dans le discours ambiant, courant.